Bonjour. Donc on va se présenter. Moi je suis Fabrice Garnier, je suis le cadre de santé de donc, la maison de la Réhab qui vient d'ouvrir l'Envol, unité de réhabilitation psychosociale au niveau 1, qui sont là-bas. En retard, mais ils sont là. L'unité Reguer aussi, qui est un hôpital de jour qui s'appuie sur l'Envol et la maison de la Réhab s'appuie aussi sur le Reguer. Et sur une équipe équipe mobile de coordination médico-sociale qui fait le lien entre le CH et les structures médico-sociales. Du coup, Florian Baillet, infirmier sur la maison de la Réhab, qui vous présentera tout. Moi, je vais juste faire un petit historique sur le CH. Le pôle Perspective a commencé il y a 10 ans de ça, avec 100 lits de patients en long séjour. Aujourd'hui, on est passé à 30 lits. Et on a construit l'Envol qui est arrivé il y a 3 ans, la maison de la Réhab là, l'équipe mobile qui était là pour faire le lien entre les structures médico-sociales et le CH et pour qu'on puisse baisser en nombre de lits de long séjour. Voilà en gros. Bon, ça va être à mon tour. Donc Florian, infirmier. Donc je vais vous faire un petit tour de la maison de réhabilitation de Cadillac, qui faisait partie du projet d'établissement du CH de 2016-2020. Alors elle a été créée, elle a été ouverte en juillet de cette année, donc c'est vraiment tout jeune, dans une optique de prévenir la chronicisation des patients et de développer et de coordonner une offre de réhabilitation et de remédiation cognitive. Le type de public accueilli, ce sont des personnes de 18 à 50 ans, présentant des pathologies de type schizophrénie ou bipolarité. Ce qu'il est demandé, c'est qu'il n'y ait qu'il y ait absence de comportement auto-hétéro-agressif et qu'il y ait une forme d'autonomie minimale, surtout point de vue d'hygiène, par exemple. Ce sont des contrats de 6 mois qui sont renouvelables une fois. La motivation des usagers est d'une importance cruciale, car nous sommes là dans un accompagnement et non pas là pour dicter les choses à faire. Donc la maison de réhabilitation fait partie de l'hospitalisation complète du CH, mais elle se retrouve en dehors de l'enceinte. Au point de vue symbolique, il y a une forme de liberté. On sort un petit peu des murs. Les indications principales de la maison de réhabilitation sera de préserver la vie relationnelle des usagers et de créer des liens sociaux. On va aussi aller dans le sens d'une déstigmatisation et développer tout ce qui a trait à l'autonomie des usagers. Les équipes adresseuses des usagers sont en quelque sorte référents et on a un document signé qui s'engage en fait à reprendre les patients si toutefois ce projet de maison de réhabilitation n'était pas avéré. L'idée c'est de garder du lien à chaque fois en fait, pour éviter que les gens se débarrassent en fait, parce que c'est un peu ça des fois le problème. Donc l'idée c'est toujours de garder du lien avec les unités qui nous les envoient et le secteur qui nous l'envoie en fait. Les modalités de soins de la maison de réhabilitation peuvent se détailler en 3 phases principales. Donc d'abord ces phases se font sous forme, on va dire, de partenariat. Comme j'ai dit précédemment, on n'est plus là vraiment pour imposer, mais pour travailler en partenariat d'égal à égal, si je puis dire. Donc une première phase où il y aura une phase d'évaluation afin d'aboutir à une co-construction du projet personnalisé avec l'usager. Ça passera notamment par des bilans de vie quotidienne et l'établissement d'un projet de suivi personnalisé, le PSI. La deuxième phase consiste en un projet de construction du projet avec l'usager, donc par la mise en place d'ateliers thérapeutiques et des mises en situation par la suite. La troisième phase, une phase de mise en œuvre du projet avec plusieurs types de partenaires dont je développerai un petit peu par la suite.
Excusez-moi. Donc ces partenaires sont aussi bien internes ou externes au centre hospitalier. Ils ont un but d'évaluer les besoins en matière de réhabilitation psychosociale. Par exemple, nous travaillons avec l'Envol. Ouais, alors ça c'est pour l'évaluation. Du coup, en primo intention, avant d'admettre quelqu'un, on a une évaluation qui est faite sur l'Envol et sur laquelle on s'appuie. Et après, nous, in vivo, on complète. C'est le centre de référence de niveau 1. C'est ça. Ensuite, il y a le mettre en œuvre un plan de suivi personnalisé. Donc là, on est en lien avec plusieurs types de partenaires, tels des GEM, les ESAT, ou des services intra-hospitaliers, type Regain, qui est un hôpital de jour, ou Faleret, qui est une unité intersectorielle d'activité thérapeutique. Alors, on privilégie pas forcément les services intra-hospitaliers parce que justement on veut sortir des murs, on cherche à accompagner les usagers à l'extérieur de l'hôpital, ne serait-ce que pour la symbolique, ce sentiment de liberté qu'on retrouve tout le temps dès qu'on discute un petit peu. Mais les patients qui sont issus de services intra-hospitaliers et qui ont eu recours à ce genre de service, afin de ne pas casser le lien de confiance, on peut toujours amener à travailler avec ce type de service. Alors, nous avons par exemple, j'avais parlé du GEM un petit peu, on a 2 GEM avec lesquels on travaille. Un sur Cadillac, qui a un fonctionnement encore un petit peu hospitalier, où c'est le CH qui est, je ne me souviens plus le terme, enfin pas mandataire, mais qui dirige en quelque sorte. Et le GEM de Pau-d'Ensac, un GEM très dynamique qui a 3 ans d'existence et qui font des choses magnifiques, où les usagers qui ont eu l'occasion d'y aller ont été ravis et qui en font un partenaire fort et prometteur. Donc le but de ce lien est de mettre l'accent sur l'inclusion sociale des usagers et de travailler tout ce qui est déstigmatisation, alors le regard des autres, mais aussi le regard qu'on a sur soi-même, cette auto-stigmatisation qui est un calvaire, qui est un calvaire pour les personnes qui souffrent de pathologies psychiques. Nous avons aussi des liens avec l'association Transapart, qui fait partie aussi du CH de Cadillac. Donc, c'est 4 types d'appartements thérapeutiques, une maison. C'est en colocation, et pour un maximum de 10 résidents, et qui peut être une forme de tremplin ou de période d'essai, de test, avant d'arriver au projet personnalisé de l'usager, qui est la plupart du temps d'avoir un logement autonome. Nous avons... Voilà, bon, sur ce point-là, c'est bon. Alors, l'équipe de la maison de réhabilitation se compose en tout de 15 personnes, 15 professionnels, donc un psychiatre, un cadre de santé, un psychologue, 6 infirmiers, 4 moniteurs éducateurs, une assistante sociale et une assistante médico-éducative. L'amplitude horaire, on commence de 6h45 et on finit à 23h. Il y a 4 types d'amplitude sur la journée. Et donc, de 23h à 6h45, la maison de réhabilitation ne comporte plus d'équipe soignante professionnelle. Pardon, je n'ai pas du tout l'habitude. C'est horrible. Donc, l'un des freins qu'on pourrait avoir, que l'équipe peut avoir, c'est les représentations qu'on a de vie idéale pour les usagers. Donc on est un petit peu tiraillé entre ce côté un peu éducatif et presque élitiste. On aurait tendance à vouloir que tout le monde soit bien, parfait, enfin équilibré, comme on peut s'imaginer vivre notre vie, ou plus ou moins. Mais ce changement de paradigme dont parlait Madame tout à l'heure
nous sommes là dans un accompagnement et un soutien. Nous ne sommes pas là pour être tous égaux. La vie, c'est pas ça du tout. Nous sommes forts de nos différences. Et donc voilà, nous sommes en perpétuelle réflexion éthique sur la pratique de notre métier. Pour détailler un petit peu l'architecture de la maison, nous sommes en capacité d'accueillir 8 personnes, 8 usagers, dans chacun une chambre individuelle, où les usagers sont poussés, encouragés à développer leur autonomie. L'autonomie dans l'hygiène, dans la gestion du linge, faire sa lessive tout seul, savoir programmer sa machine, l'hygiène corporelle. L'hygiène corporelle où là par contre nous avons des fois des petites difficultés à savoir si les personnes prennent bien soin d'eux. Est-ce qu'il faut qu'elles se lavent tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois? Qu'est-ce que cette normalité? Et dans le respect de l'intimité et de la dignité de la personne, comment s'assurer que la personne prenne bien soin d'elle et évite tout type de lésions, par exemple, dû à mal se sécher ou des choses comme ça. Enfin, ces petits détails, mais qui font la différence. Pour tout ce qui est des repas, la cuisine centrale de l'hôpital livre les repas, mais nous laissons la possibilité aussi aux résidents de faire leurs propres repas. On a une plaque de cuisson, des fours, tout un tas de choses. En fait, on a 2 types de cuisine. On est de l'hospitalier, donc on a les cuisines hospitalières, mais dans la construction de la maison de la Réhab, en fait, ce qu'on a construit, c'est 2 cuisines. Une cuisine pour de l'hospitalier et une cuisine comme à la maison, en fait. Et donc, du coup, on joue entre les deux, ce qui est un peu compliqué parfois, mais c'est assez intéressant. C'est intéressant. Nous, on est tout jeunes, donc il y a beaucoup de choses qu'on met en place où on n'a pas encore ce retour là d'expérience, et donc on est en phase de se réajuster. Donc, d'où le fait de pouvoir se rencontrer aussi un petit peu, et peut-être de pouvoir échanger et de garder un lien pour pouvoir parfaire notre pratique. Sinon, donc, je parlais tout à l'heure du PSI, le plan de suivi individualisé, qui comporte plusieurs items comme les habiletés de vie quotidienne, la santé, les fonctionnements cognitifs, les relations interpersonnelles, la spiritualité, les loisirs. Ce plan de suivi est propre à l'usager. Nous ne mettons aucune observation soignante, nous appliquons juste ce que l'usager veut, et nous cherchons à le soutenir et à lui faire prendre conscience ou de ses ressources ou de ses freins. Ce PSI se met en place après une période d'observation de 15 jours à 1 mois. On laisse toujours le temps à l'usager de prendre un petit peu ses marques et de se sentir bien et de faire un petit peu le deuil des hospitalisations précédentes, mais de faire comprendre qu'on est dans une autre dynamique. Ce n'est pas forcément simple, et on voit qu'ils se sont même les premiers à nous rappeler un peu ce rythme hospitalier où on les rassure bien souvent. Maintenant, tu n'es plus à l'hôpital, on va fonctionner différemment, on va te soutenir et on va y arriver. Donc ce PSI est réévalué, enfin vu avec notre psychiatre, docteur Tetrel, où là, bon, c'est un petit peu une petite problématique aussi pour nous, c'est que le temps de présence est très court, une demi-journée par semaine. Donc voilà. On est un manque de psychiatres comme vous, je pense. Ouais, la réalité. La réalité tout bonnement. Pas que, mais beaucoup de psychiatres. Et ce PSI sera donc réévalué à 3 mois et à 6 mois. Pour atteindre les objectifs de l'usager, nous mettons en place différents types d'ateliers thérapeutiques que nous avons ciblés, tels des ateliers de vie quotidienne, où nous abordons ce thème par des jeux thérapeutiques, ou moins, mais à usage thérapeutique, du type des jeux de la maison ou Dixie Ludo. Nous avons un atelier d'habilité sociale avec le jeu compétences ou des jeux que nous créons, parce que, alors, qui ne sont pas forcément validés sur le coup, mais certains jeux ne sont pas forcément adaptés
dû au niveau de, comment dire, les signes négatifs de la pathologie sont pas forcément, ou positifs, sont pas forcément, comment dire, adaptés. Enfin, non, je m'embrouille là. En gros, ce qu'il veut dire, c'est qu'on essaie de s'adapter au plus près des personnes que l'on reçoit. Et du coup, forcément, il y a des outils qui sont utilisés et qui sont connus, mais qu'on réadapte en fonction de la personne qu'on a là en face, en fait. Merci, chef. Ouais, c'est pour ça que je suis chef. Vous êtes fort, chef. C'est la période des notes, c'est pour ça. Non, plus sérieusement. Nous avons un autre type d'atelier, l'atelier gestion du budget. Un atelier très important parce que, donc, comme je vous disais, la plupart du temps, les projets de vie, c'est de retrouver un appartement autonome, d'avoir une voiture pour ceux qui peuvent. Donc nous sommes en lien avec les tuteurs pour avoir tout ce qui est les relevés de compte, les bilans prévisionnels. Et là, il y a un gros travail à faire et on est confronté à la réalité de la vie où entre les temps de réponse du tuteur, les possibilités qu'offre le fait de trouver des logements, on sait tous que c'est compliqué déjà, je sais pas, quand on est un CDI, qu'on est, enfin bref. Il dit ça parce qu'il cherche un logement. Galère. Il faut le loger. Énormément. Mais qui est très intéressant et qui l'un des ateliers qui permet à l'usager de se sentir réellement acteur de sa prise en charge. Nous avons des ateliers d'aide préparation au repas, donc tout ce qui va toucher aussi à l'achat, enfin faire les courses, repérer les meilleurs prix, réussir à anticiper, à prévoir ses repas sur la semaine. Et avoir aussi une petite information sur tout ce qui est diététique, nutrition. Un atelier mobilité, très important, la plupart des usagers n'ont pas de voiture, et savoir se diriger comme il le faut, éviter les pièges, être assuré, savoir trouver des ressources pour se déplacer, connaître les tarifs, ce genre d'informations. Un atelier préparation au traitement, donc toujours dans ce principe d'autonomisation. Et il me semble qu'en plus, il y a un projet de loi là, ou de décret qui va dans ce sens-là. Pousser les patients, enfin j'aime pas ce terme-là pour la maison de réhabilitation, à prendre en main leur traitement médicamenteux sur le coup. Et être informés sur les effets indésirables. Et voilà. Ce qui est aussi très compliqué parce que dans la théorie, on a un insight très faible, les patients ont un insight très faible, et ce qui fait que dès qu'on aborde le sujet des traitements, bien souvent, ça bloque. Un atelier de stimulation remédiation cognitive avec des jeux comme Tom Remède, qu'on n'applique pas encore pour l'instant parce qu'on est en cours de formation, mais d'autres jeux type Double, des jeux essentiellement axés pour l'instant sur la mémorisation. Et suite à des discussions et au retour de patients, on se rend compte que l'estime de soi va être un atelier qu'il va falloir qu'on mette en place. Je vous parlais tout à l'heure d'auto-stigmatisation et c'est un frein majeur à leur émancipation sur le coup. Voilà pour la présentation générale de la maison. J'aurais voulu, je ne sais pas combien de temps on en est sur le coup. 18 seulement. Non, mais hier, le lundi, on fait une petite réunion hebdomadaire avec tous les lundis avec les résidents pour voir un petit peu comment la semaine s'est passée, savoir s'ils ont des requêtes, ça fait un espace un moment privilégié, on se retrouve tous ensemble. Qui est nécessaire, il me semble, parce que certains résidents, par exemple, s'isolent ou sont sur des positions défensives, ne veulent pas être assimilés à celui qui est plus fou que l'autre ou ce genre de pensée. Donc ça met à un moment un peu privilégié, on se retrouve vraiment tous ensemble. Donc j'en ai profité hier pour leur demander, vu qu'on faisait un petit laïus là, sur la maison de réhabilitation, savoir s'ils avaient des points positifs, négatifs
à nous dire sur leur ressenti, sur leur vie au sein de la maison. Essentiellement du positif. Si on part par mots-clés, le mot liberté. Le mot liberté revient en premier. La liberté de se faire ses propres repas, de manger ce qu'ils aiment. Alors je parlais tout à l'heure de nutrition, diététique. Bon, on conseille, mais on n'est pas là à bloquer, interdire. L'usager, quand il mangeait des frites souvent, et ben, il va manger des frites souvent. Il est content de manger des frites. Ouais, là c'est le kebab en ce moment. Ou le kebab, ouais, ça dépend des... Ouais, il fait un peu plus froid là. Voilà. Donc la liberté de sortir en ville, ils sortent quand ils veulent. Ça c'est pareil, c'est un gros... plus besoin d'autorisation, de s'il vous plaît, est-ce que je peux, ils ont envie de sortir, ils sortent. La liberté dans l'entretien du linge. Il stipulait, les portes restent ouvertes... et bien rien que ça, on leur fait confiance, on laisse ouvert. Et ouais, ça change beaucoup de choses. Plus de liberté, on ne se croit pas à l'hôpital. Eh bien, on fait partie de l'hôpital, on a notre mode de fonctionnement, et bien ça se ressent. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une télé dans l'espace salon. Alors ça, c'était un gros plus. Le fait qu'on n'ait pas de blouse, ça c'est revenu aussi plusieurs fois. Donc on gomme la distance. On est d'égal à égal, comme j'ai dit tout à l'heure, le terme de partenariat qu'on reprend souvent en réhab. Pardon. Sinon, nous avons aussi, ils ont ce sentiment de soutien dans leur projet de vie, à ne pas dicter les choses, mais vraiment à accompagner. Et pour finir, on nous respecte. Voilà. Ces petits mots donnent la chair de poule déjà, parce que ça se fait rare, mine de rien, enfin peut-être de plus en plus rare, je sais trop rien, j'ai pas une grande expérience en tant qu'infirmier sur le coup, mais déjà en tant que personnel, on se sent utile, quoi. On a vraiment l'impression d'être précurseur dans une nouvelle prise en soins, ça fait chaud au cœur, et des sourires sur les visages, rien que ça. Le ciel qui s'éclaire et voilà, c'est pour ça qu'on s'engage là-dedans. Voilà. Sur un des aspects négatifs qu'il y a eu, c'était la vie en collectivité. Il y a un ras-le-bol d'être, pas les uns sur les autres, mais comme je vous disais tout à l'heure, la plupart des projets, c'est de trouver un appartement autonome. Ils ont envie d'être seuls et à gérer leur vie et plus d'intrusion. Voilà. Merci. Alors, merci bien. On va vous prendre juste un micro et on va interpeller la salle pour une question. On est un peu limité par rapport au temps. Alors, une belle question, par contre. Une question ? Bonjour. Oui, c'est une question, je trouve, elle est en deux parties. La première, c'est sur la question de l'inclusion, c'est-à-dire sur les critères d'inclusion, sur le bilan qui est réalisé avec l'Envol, sur les critères qui ont été mis en place sur la maison de la RPS Cadillacaise, sur le profil. Est-ce que c'est un profil fonctionnel ? De quelle manière on a pensé ça ? Et la question, c'est celle de Laval. Vous avez parlé de logement autonome, de Transapart. Transapart, c'est de l'ACT, de mémoire. Et c'est est-ce que vous êtes donné finalement quelque chose d'une temporalité, d'une manière de rythmer au-delà du projet individualisé ? Comment vous avez pensé le système un peu à moyen terme, si c'est le cas aujourd'hui ? J'ai juste pas compris la fin. Sur l'évolution, c'est-à-dire l'amont et l'aval. C'est-à-dire la question de l'amont, c'est les critères de l'admission, et si c'est fonctionnel, et s'il y a une homogénéité dans le peuplement de la maison.
qui a été choisie. Et la deuxième, c'est celle de Laval, c'est-à-dire au-delà des ACT, Transappart, ce qui est imaginé pour la suite, éventuellement. Alors, merci. Pour Laval, en fait, nous, l'idée de la maison de la réhab, c'était ce qu'on s'apercevait, c'est qu'on avait beaucoup de patients dans des unités de soins pour lesquels on ne faisait pas confiance, de façon générale, et sur la peur de s'engager sur l'extérieur. On se disait, oui, il y a des compétences, mais il y a ça comme problématique qui fait que du coup, c'est des gens qui reviendront. Nous, l'idée de la maison de la réhab, et c'est pour ça qu'on l'a construite à cheval entre l'intérieur de l'hôpital et l'extérieur de l'hôpital, c'était pour donner ce lien-là, en fait. Vous avez peur, ok, on prend ces patients-là, on évalue, on réajuste s'il y a besoin, on renforce s'il y a besoin, mais l'idée de base, c'est que le patient sortira et ira sur une autonomie. Les appartements et Transappart, du coup, en amont, c'était de donner encore un autre sas. C'est-à-dire que, du coup, sur ces appartements-là, il y a une équipe éducatrice, un professionnel aussi de regain qui intervient, avec moins de temps, effectivement, qu'on a sur la maison de la réhab, mais qui intervient encore pour encore aller travailler sur un appartement inclusif et tout autre après, d'ailleurs. Donc, en fait, c'est de construire un chemin en essayant de baliser un peu et de redonner confiance et aux professionnels et aux personnes qu'on reçoit. Sur l'homogénéité du groupe, on n'a pas de frein, en fait. Je crois que nous, en réhab, l'idée, c'est quand même de ne pas avoir trop de freins dès le départ. Et après, on réajuste en fonction des problématiques qu'on peut avoir ou des problématiques qu'on croit avoir et qu'on n'aura pas. Et donc, on construit au fur et à mesure. Là, on a ouvert en juillet, on a 5 mois. On s'aperçoit qu'on construit, qu'on déconstruit, qu'on reconstruit et on fait comme ça. On s'est appuyé, avant l'ouverture, on avait été sur la maison de la réhab de Poitiers, qui a, je crois, 7 ans d'ancienneté ou quelque chose comme ça, qui était parti pareil sur 8 lits, qui aujourd'hui sont à 17. Alors nous, l'idée d'aujourd'hui, c'est qu'on veut rester sur 8 lits parce que, comme dit Florian, la vie en communauté, c'est un peu compliqué, et repartir sur quelque chose de 17, ça nous paraît un peu énorme. Après, je ne sais pas, peut-être que ça changera encore. L'idée, c'est d'avoir un esprit où on est assez ouvert, on n'a pas de fermeture et de se poser beaucoup de questions tout le temps, en fait. Alors du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à la vôtre, mais à peu près. Ouais, ça va. Bon, là, c'est bon. Bien, merci pour votre intervention. Merci à vous.